Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. On a beau être au mois de novembre, on est en pleine intersaison. À l'heure où on enregistre, les trades pourront commencer dès demain lundi. On approche également du moment préféré de l'année pour Alan, la draft qui aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Ensuite on aura la free agency vendredi, le début de saison a priori pour le 22 décembre. Donc tout ça va très très vite, il va falloir parler de cette intersaison. Donc pour ce faire, j'accueille tout d'abord mes deux camarades du jour. Et on commence avec celui qui a rappelé pourquoi il est le patron, avec une présentation magistrale pour les derniers podcasts tout en gérant d'une main de maître nos réseaux sociaux, qu'on vous invite à suivre d'ailleurs. Il reprend donc maintenant un fauteuil d'intervenant de luxe. C'est le seul et unique boss, Ben. Comment ça va, Ben ? J'ai envie de rougir, c'est beaucoup trop beau ça comme intro. Non, ça va très très bien. On vous a demandé de répondre à nos questions, il y a beaucoup de choses à dire. Ça va un peu dans tous les sens cet épisode. Effectivement. Et le deuxième intervenant du jour, c'est celui qui a généré le plus de réactions avec son DH20 et sa hype sur Jamal Murray. Donc on a hâte de voir ce qu'il en stocke aujourd'hui, c'est Madiane. Comment ça va, Madiane ? Ça va. Je vais éviter de faire trop polémique ce coup-ci. Mes mentions Twitter ne sont pas prêtes. Ça marche. On est donc réunis à 3 aujourd'hui, messieurs, pour parler de cette intersaison 2020 qui est très particulière. Et pour répondre au mieux aux interrogations de nos chers auditeurs, rien de tel qu'une foire aux questions. Donc on vous avait demandé de poser vos questions sur Twitter. Ben a une nouvelle fois magnifiquement agencé tout ça et on va pouvoir en parler. Je vous rappelle donc une dernière fois de nous suivre sur les plateformes de podcast et sur Twitter. Vous pouvez participer à la vie du podcast. On vous en remercie d'ailleurs. Et on est parti pour ce nouvel épisode du podcast de Kebdo, la FAQ de l'intersaison 2020. Alors messieurs, les questions étaient donc regroupées par catégorie. La première, c'est celle des trades de la free agency qui approche donc vendredi pour la free agency. Les trades, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dès lundi. Dimanche 22 pour que les joueurs puissent commencer à signer des contrats avec les équipes officiellement. Donc ça va aller très très vite. Donc pour débuter ce sujet free agency, on commence tout de suite avec un exercice qui est pas forcément évident. Je vais vous demander un seul mot pour répondre à la question qui a été posée par @YohanYY4 ou Yohani4, que sais-je. En tout cas, la question c'est quelle est la rumeur qui vous excite le plus à Dunk Hebdo ? DeMar DeRozan aux Lakers, Russell Westbrook aux Clippers, une autre qui va être le plus actif selon vous sur le marché des transferts. Ben, je te laisse l'honneur de commencer. Chris Paul. Si je devais dire un seul mot, Chris Paul. Je dirais Chris Paul parce que des membres du DH20, c'est déjà celui le plus haut qui peut potentiellement changer de crèmerie. Alors il y a des questions autour de James Harden, c'est un peu la rumeur folle du moment, mais visiblement le seul qui est vraiment assuré de changer de crèmerie, c'est Chris Paul. D'ailleurs c'est à peine voilé, Sam Presti, comme il l'avait fait avec Paul George et aussi avec Russell Westbrook l'année dernière, laisse beaucoup de latitude à son joueur. Donc visiblement, il y a des négociations. C'est pas Chris Paul le GM qui va dire on va échanger tel et tel joueur, mais on voit qu'il va choisir sa destination. Donc ça m'intéresse aussi parce qu'il y a beaucoup, on semble le rapprocher de Phoenix. Je trouve ça super intéressant pour faire passer un cap à cette équipe qui aurait enfin un vrai meneur. On a vu avec Rubio, ça a fait une vraie différence pour un Devin Booker. Là, il pourrait continuer à surfer sur ce qu'ils ont fait dans la bulle avec un Chris Paul. Surtout que je pense, malgré le marché qui semble se créer autour de Chris Paul, faut pas oublier que ça reste un joueur vieillissant qui a un énorme contrat. Donc je pense pas que les Suns vont devoir se désosser de beaucoup d'assets pour attirer Chris Paul. Donc c'est vraiment celle qui m'excite le plus. Après, pour être honnête, je ne trouve pas les autres vraiment très intéressantes. On en parlera, mais pas vraiment. J'avais à peu près la même que toi, puis par la même occasion, tu as répondu aussi à une question qui nous avait été posée par Junta Calcio, qui nous demandait, selon nous, quelle était la piste la plus chaude pour Chris Paul. Donc effectivement, tu as dit que toi, les Suns peut-être t'excitaient le plus. Moi aussi, c'est le même cas, j'avais la même réponse aussi sur qu'est-ce qui m'excite le plus, c'est Chris Paul. Donc toi, Madiane, est-ce que t'as autre chose ou t'es aussi assez chaud sur le dossier Chris Paul ? Non, je vais prendre un autre dossier, je vais faire un petit contre-pied. Je vais quand même dire Houston. Si je devais dire un seul mot, je dirais Houston, parce qu'en fait, ce qui se passe à Houston semble fort intéressant, avec un Russell Westbrook qui souhaite partir, des rumeurs folles autour de James Harden, et moi je me pose la question dans un cadre un peu plus global. Je sais que le coronavirus a pris du coup pas mal de revenus à la NBA. En plus de ça, Houston, avec la crise qu'ils ont eue suite au tweet de Daryl Morey, a perdu quand même, je pense, pas mal de revenus en Chine. On a un propriétaire qui souhaite rentabiliser sa franchise et qui du coup n'a jamais souhaité aller à la luxury tax, et je me demande si on serait pas sur le point de balancer pas mal d'assets côté Houston pour justement rééquilibrer les comptes, ne pas trop dépenser et rentabiliser la franchise un peu plus.
il se peut que ce soit ce qu'il se passe. Et du coup, c'est ce qui m'excite le plus parce que je me demande bien où vont finir tous ces joueurs parce qu'ils ont beaucoup d'assets très intéressants. Ouais, donc du coup, tu réponds aussi à la question qui va être le plus actif sur le marché des transferts. Pour toi, c'est clairement Houston. Alors, c'est un pari. Je mettrai pas ma main à couper dessus. Mais si ce qui se passe semble se passer avec un rééquilibrage côté Houston et peut-être une reconstruction, même si ça me paraît être un gros mot encore à l'heure actuelle, si c'est ce qui se passe, oui, c'est Houston qui sera le plus actif. Pour toi aussi, Ben, Houston, ou peut-être on a entendu des rumeurs autour des Clippers, il y a aussi l'arrivée d'Harry Murray aux Sixers. Est-ce que tu as une autre équipe en tête comme ça? Je pense Houston, mais un peu forcé. Ils ont la main forcée. Comme l'a dit Madiane, de toute façon, on en parlait en off. Pour moi, Houston, ça montre que avoir un propriétaire, ça montre l'importance du propriétaire en NBA. Parce que la situation qu'a eu Fertitta en arrivant et 2 ans et demi après celle qu'il va avoir, ça prouve bien que quand t'as un propriétaire qui veut parfois faire des économies, ça change tout, comme l'a dit Madiane. Je pense Houston aussi, mais je pense qu'on est dans une intersaison tellement spéciale, les équipes veulent pas vraiment bouger, donc elles vont bouger si elles sont obligées de le faire, et Houston, c'est les joueurs qui ont, entre guillemets, un peu forcé le mouvement, et Russell Westbrook principalement, parce qu'autrement les autres rumeurs c'est plutôt Philadelphie, oui, mais on en parlera, je pense que c'est plus subi qu'autre chose, et autrement c'est plus des rumeurs comme ça, mais il n'y a rien de concret. Je pense vraiment que c'est Houston qui pourrait faire l'activité, mais malgré elle. Et transition parfaite sur la question suivante, qui est celle de Nixom, qui nous a demandé qui va se faire trader donc en premier selon nous, et pourquoi Russell Westbrook. Donc pour lui, t'en as un peu parlé, parce que Russell Westbrook a évoqué via déclaration qu'il souhaiterait partir, mais c'est pas forcément lui qui va partir en premier, parce qu'il y a aussi la question de la demande. On parle beaucoup des offres là depuis tout à l'heure, donc je sais pas, il y a notamment le nom de Jrue Holiday par exemple qui tourne beaucoup. Madiane, pour toi, qui va allumer la mèche en premier dans ces trades? Alors moi, j'aurais du mal à déterminer ce qui va allumer la mèche en premier, mais moi j'aurais plutôt ajouté à cette question et pourquoi ce ne sera pas Russell Westbrook, parce que monter un trade pour Russell Westbrook, ça me paraît quand même très difficile. Il y a plus 1000 franchises intéressées, il y en aura peut-être 2, max 3 qui trouveront un intérêt à prendre Russell Westbrook, et à partir de là, moi je regarde la situation, je me dis le trade il est pas simple, il n'y a pas forcément full au portillon. C'est peut-être un trade qui se débloquera bien plus tard. Des fois, c'est même pas une affaire de valeur du joueur. Le joueur a énormément de valeur. Quand Kyrie Irving demande à être tradé de Cleveland, c'est un choc pour tout le monde. Tout le monde connaît la valeur de Kyrie, mais il part très tard derrière. Après, de mémoire, Kyrie fait sa demande en août. Oui, et c'est compliqué. Et on est dans une NBA où personne n'a vraiment intérêt à prendre Irving parce que tout le monde voit l'ogre Warriors et se dit de toute façon... faire un mouvement pour un top 20 NBA quand il y avait les Warriors, c'était plus compliqué. Après, je suis assez d'accord, c'est Mark Stein du New York Times qui disait tout simplement que le marché pour Westbrook est, je cite, lent. Je pense que ça prend du temps à se développer. Après, je pense que c'est le cas pour toutes les têtes d'affiche. Entre guillemets, têtes d'affiche. Les joueurs les plus gros, les plus importants qui sont disponibles, ça va prendre du temps. Jrue Holiday, ça pourrait prendre du temps. Enfin, l'intersaison est bizarre et ne prête pas au mouvement. Donc Russell Westbrook pourrait bouger parce que tout simplement, comme aime le dire souvent Tom, quand une superstar demande son trade, on lui donne souvent raison. Enfin, pour moi, Westbrook va pas commencer la saison en tant que joueur des Rockets, donc peut-être que ça sera le premier joueur tradé si on regarde uniquement du côté des têtes d'affiche. Ouais, je suis un peu d'accord avec vous, mais j'ajouterais qu'on regarde aussi beaucoup ça du point de vue des équipes qui pourraient trade pour Westbrook, où effectivement il y a beaucoup de questions à se poser sur comment l'intégrer et quel rôle lui donner, notamment puisqu'il a exprimé la volonté de retrouver un rôle, disons, central sur le terrain dans une équipe. Mais il faut aussi voir du côté de Houston, et c'est toujours le cas, comme tu disais Ben, quand il y a des gros noms qui demandent leur transfert, c'est que les équipes doivent aussi évaluer ce qu'on peut leur offrir et à quel point ils peuvent gratter des assets en plus. Et c'est pour ça que généralement, s'ils n'arrivent pas à obtenir satisfaction rapidement, ça attend assez tard dans les deadlines, et puis pour finir par prendre la moins pire des options, ou peut-être des fois se faire voir, parce que finalement les équipes qui étaient intéressées vont balancer le package qu'ils avaient proposé pour quelqu'un d'autre, etc. Donc effectivement, il y a toujours les deux côtés à prendre en compte, et c'est pour ça que le cas Westbrook, à mon avis, il va être assez compliqué. Donc d'une part pour le contrat, puis par rapport au rôle, et pour toutes les équipes, il y a des vraies questions à se poser, et également du côté de Houston. Et justement, par rapport aux packages qui peuvent être offerts ici et là, on a la question suivante qui est celle de Rom Torto,
qui nous demande ce qu'on pense que les Lakers puissent récupérer en tradant un package autour de Kuz et Green, donc Kyle Kuzma et Green, et pourquoi pas le 28e pick. Est-ce que, selon vous, ce serait judicieux de le faire? Et il nous remercie pour notre travail, donc merci à toi, Rom Torto. Donc voilà, un package du côté des Lakers, c'est vrai qu'on les a pas encore évoqués, qui eux aussi vont devoir peut-être faire quelques ajustements. Il y a pas mal de joueurs en fin de contrat, il y a des questions, notamment autour de Kuzma et de Danny Green. Tiens, Ben, cette fois, on va commencer avec toi. À ton avis, qu'est-ce que peuvent obtenir les Lakers pour ces deux joueurs qui ont une valeur fluctuante, on va dire, quand même, sur le marché? Ouais, c'est gentil. Et ouais, ils ont une avant qu'on enregistre, quelques minutes avant, on a Wojnarowski qui a tweeté que visiblement, Danny Green, potentiellement dans un échange avec Dennis Schroeder, ça pourrait arriver, ce qui n'est pas surprenant en soi parce que je pense peut-être que les jours sont comptés pour Rajon Rondo du côté des Lakers et du coup ça ferait un remplaçant dans le même style. Enfin, souvent on a lié le style des deux joueurs. Alors je reviens sur une autre question du début qui parlait peut-être de la piste DeRozan aux Lakers parce que il y avait la possibilité d'un échange Kuzma Green contre DeRozan, Madiane Henry, parce qu'on en a parlé un peu avant et je sais qu'il n'est pas du tout chaud sur ça. Je me dis juste qu'une des clés de l'intersaison au niveau des mouvements pour les Lakers, c'est savoir combien va vouloir demander Kyle Kuzma. Si Kyle Kuzma a vraiment les prétentions salariales qui laissent entrevoir sa limite, c'est l'inverse. Plus ses prétentions salariales sont élevées, plus ça va favoriser, je pense, la volonté de le bouger du côté des Lakers. Après, ça reste extrêmement compliqué et il faut pas se mentir, les front office NBA ont vu ce qu'on a vu de Danny Green. T'en obtiens pas, je pense, grand-chose. Mais moi, avant de laisser Madiane détruire cette possibilité, il y a certains aspects de l'arrivée de DeRozan qui me posent question. Genre, il y a certains moments précis de la saison où ça pourrait être intéressant. Ouais, parce qu'avant de te relancer, Madiane, effectivement, on a quand même vu au long de cette campagne de playoff et de ces finales NBA, au fur et à mesure, on a quand même pointé du doigt certains manquements, on va dire, dans l'effectif des Lakers, au-delà des deux grosses stars, notamment en termes de porteurs de balles. Rondo a pu faire le travail, mais que va faire Rajon Rondo, c'est aussi une question. Donc, est-ce que c'est judicieux du côté des Lakers quand même d'aller voir ce qu'ils pourraient récupérer? Et pourquoi pas donc un DeMar DeRozan? Je te laisse réagir là-dessus. Eu égard à l'appréciation que j'ai de DeMar DeRozan, moi, c'est un bon joueur, clairement, je dirais jamais le contraire, mais eu égard de ses compétences et de ce qu'il sait faire de bien, je ne vois pas en quoi ce sont des choses qui compléteraient LeBron James ou Anthony Davis. Alors, certes, tu peux lui donner la balle en main. Ça, c'est peut-être le truc que je peux lui accorder, c'est qu'il peut avoir la balle en main et à la création, quand on l'a vu jouer en seul shooter avec en seul non-shooter avec 4 shooters du côté des Spurs, exactement, à la reprise dans la bulle, même dit que c'était excellent parce qu'en fait, il était tout seul, il créait balle en main et il arrivait à décaler et à trouver les décalages vers les tireurs qui étaient cachés partout. Donc on lui avait libéré de l'espace et ça marchait bien. Maintenant, au-delà de ce truc-là, moi j'ai pas l'impression que dans les batailles serrées de playoff, il aura énormément la balle. Et du coup, je préférais avoir un mec qui défend plus et qui tire plus que DeRozan. Et c'est l'inverse d'un 3&D, DeRozan. C'est un mec qui porte la balle, et qui va shooter à mi-distance, qui va te chercher aussi des points près du cercle. C'est pas ce dont ils ont besoin et c'est pour ça que moi j'ai énormément de doutes sur le fit de DeRozan. Ouais, je t'ai vu Ben dodeliner de la tête un peu sur DeRozan. Juste pour peut-être un peu donner de contexte, rappelons que DeRozan a une option à 27 millions et après il est free agent. Donc en plus c'est un pari sur un an, sachant tout ce qui... les fantasmes autour de 2021. Je suis moyennement d'accord parce que ce qu'on a vu, alors ça s'est pas trop vu parce que les Lakers globalement ont été dominants sur 80% de leur série de playoffs. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un moment où le fait d'avoir que des joueurs de fin de chaîne, ça a posé problème aux Lakers. Les moments où LeBron et Anthony Davis ont été un peu moins étincelants, ils ont pas de joueurs, ils ont que des joueurs de fin de chaîne, ils ont pas des joueurs capables de se créer leur propre shoot. Alors je sais qu'amener DeRozan pour des micro-moments qui pourraient arriver en playoff, c'est peut-être beaucoup, mais au moins DeRozan, on a vu un de ses problèmes, ça a toujours été, j'étais le premier à le mettre en avant, qu'en playoff, quand il est défendu par l'option numéro 1 défensive en face, il va pas y arriver.
Enfin, il a du mal contre l'élite. Le truc, c'est que dans une équipe potentiellement construite autour de LeBron James et Anthony Davis, il sera défendu par la 3e option défensive, probablement. Donc là, il pourra aller chercher des points et ça peut être un moment où les Lakers auront besoin de ça. Alors je dis pas, je suis d'accord avec 80% de ce que tu as dit, Madiane, c'est juste qu'il y a des moments précis où il pourrait être utile DeMar DeRozan. Parce que les Lakers, quand ils ont eu leurs grosses difficultés contre le Heat, ils avaient personne en dehors de LeBron et Anthony Davis capable de se créer leur shoot et on attendait des exploits de Markieff Morris. Je suis pas sûr que l'année prochaine, avec peut-être un plateau en haut de la NBA plus fort, ça suffise. Donc ça peut se réfléchir DeMar DeRozan. En fait, pour moi, ce sera un joueur. Ce trade-là, faut plus le faire à la trade deadline que maintenant. En fait, c'est peut-être ça le truc un peu paradoxal. Grosso modo, avec les deux profils qu'on a évoqués, Schroeder d'un côté, DeMar DeRozan de l'autre, on est sur est-ce qu'on remplace le profil de Kuzma pour moins bien mieux, mais en tout cas dans ce même type de rôle, ou est-ce qu'on va chercher un porteur de balle? Je vois un tweet de notre cher Tom aussi, qui évoquait lui une possibilité de Maggie, Bradley, le pick 28 et Kuzma contre Schroeder et Diallo pour ramener un autre profil pour avoir plus de monde aussi sur le banc. Donc juste, je vais vous demander 2 mots pour finir sur cette question. Plutôt un package autour de Schroeder ou un package autour de DeMar DeRozan? Madiane? Je serais plus partisan peut-être d'un package autour de Schroeder. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que Rondo va leur glisser entre les doigts. Et que du coup, cette arrivée de Schroeder, je la vois pas d'un mauvais œil dans ce cadre-là. Sachant que les Lakers ont été très bons défensivement, avoir ce type de joueur capable de prendre la balle et de la remonter vite pour des paniers un peu plus faciles en transition, je trouve que le profil est très intéressant. Parce qu'ils défendent vraiment bien. Et rajouter ça peut te faire gagner des points faciles. Donc, je serais plus Schroeder, du coup. Schroeder aussi. J'ai essayé de défendre DeRozan, mais je pense que DeRozan, c'est trop limité les moments où il peut avoir un impact. Donc, je serais plus dans l'idée où tu perds Rondo, ouais, Dennis Schroeder, sans trop d'hésitation. Très bien. Alors, on va changer un peu de catégorie pour les questions. Assez des rumeurs de transfert. On va passer à une grande question, une question assez large qui nous a été posée par Early 7395 7395. Les nouveaux super contrats ne sont-ils pas la limite de la compétitivité d'une équipe? On l'a un peu évoqué en fil rouge sur les différents contrats à trade. Alors, je continue le tweet de Early 7395. Trop de cap, trop long. Quand voir des superstars devenir des parias bradés, Chris Paul, Russell Westbrook et ensuite aussi John Wall, et il dit que Damian Lillard risque d'en devenir un par exemple puisqu'il a un contrat assez conséquent sur les années qui arrivent. Messieurs, effectivement, c'est une question qui revient régulièrement. Donc il y a Westbrook qu'on a commencé à évoquer, Chris Paul qui jusqu'à l'année dernière était vu comme un contrat boulet et qui finalement, après une belle saison, se retrouve un peu demandé de partout. John Wall, c'est une question qui revient très régulièrement. Et il y a aussi un autre joueur dont on a rapidement parlé, mais on verra peut-être un peu plus tard, c'est Stephen Curry. Je sais pas, je vais commencer par toi, Ben, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de ces super contrats? Est-ce que peut-être qu'on les signe pas un petit peu vite maintenant? Je tiens juste à dire que Chris Paul, il faut se souvenir qu'on va encore parler de lui, mais Tim Fertitta, le propriétaire des Rockets, en avait parlé comme du pire contrat du sport. Je tiens à rappeler cette citation qui était quand même assez incroyable. Alors, une chose, c'est Danny Leroux qui est l'expert mondial même plus que Tom, du CBA. C'est dire. du CBA qui travaille pour The Athletic, qui montrait en fait tout simplement qu'il y a eu un décalage. C'était un article qui date de mai, je crois, avril, bref, pendant la période de disette, que en fait, le problème, c'est que le Supermax, il a été réfléchi après le départ de Durant pour donner une petite bille supplémentaire aux superstars. Le problème, c'est que ces superstars-là ne prennent pas. Parce que on l'a vu avec la signature d'un Kawhi Leonard, souvent quand elles sont dans leur prime, tout simplement, elles vont donner plus de valeur à la flexibilité, à la possibilité de partir vite quelque part. Donc c'est un peu le second niveau de joueur, à l'exception de Curry qui va le signer, les John Wall, les Lillard, même s'il est un peu plus au-dessus, je pense, et les Westbrook. Le fait est, c'est que ces joueurs-là, en plus, malheureusement, on est tombé sur beaucoup de meneurs athlétiques dont le physique les a un petit peu lâchés. Et puis surtout, c'est un contrat énorme. Et quand un joueur te prend 35% de ton cap, sachant qu'on sait qu'en gros, il te faut pratiquement 2 joueurs au max pour gagner un titre, il faut que ces 2 joueurs-là il faut que ces 2 mecs au max soient top 15 NBA, en gros, minimum. Ça devient très dur, en fait. Il y a pas les top 15 NBA, ça court pas les rues. Donc, je pense que ça limite la compétitivité, tout simplement parce qu'on
c'est un effet pervers de la décision. C'est tombé sur des joueurs qui en avaient pas vraiment le niveau, pas visés par cela. Donc c'est finalement, si on résume, c'est plus à récompenser les joueurs au détriment peut-être de la compétitivité sportive des équipes. Tu le vois comment toi, Madiane? C'est super max. En fait, les restrictions pour réussir à obtenir ce contrat. Alors je suis pas spécialiste NBA, mais il me semble que c'est un truc genre All-Star ou une des 3 All-NBA. C'est ça. Après, il faut rappeler que tu peux l'avoir, la DVPE, le super max, tu peux l'avoir que dans la franchise qui t'a drafté. Tu peux pas, si on te trade, tu peux pas l'avoir. Mais en tout cas, le problème, c'est que, faut le réserver à la All-NBA First Team et encore, hein. C'est limite, faudrait l'encadrer, mais le surencadrer, sachant qu'en plus, si t'as été dans une All-NBA il y a 1 an, tu débloques la possibilité de l'avoir, mais rien ne dit que t'as encore ce niveau l'année d'après, donc c'est compliqué. Et ces joueurs-là, ils l'ont réclamé, et leur franchise de toujours, soit ils leur donnaient, soit le joueur disait, ok, je me casse. Et à partir de là, tu fais signer. Et le problème, c'est que c'est pas un problème de valeur de ces joueurs. Ces joueurs sont excellents. Vraiment, ces joueurs sont excellents. Mais le contrat qu'ils ont ne reflète pas leur valeur réelle, et c'est ça qui est dommage. Après, je pense que tu as évoqué un point assez intéressant sur le côté mercenariat de certains joueurs, où ils vont faire jouer, ils veulent à tout prix le max. Alors après, on peut comprendre qu'ils veuillent être payés, ça, évidemment, il y a pas de souci. Mais je pense que sur l'image qu'on a de ces contrats, par exemple d'un Westbrook là qui commence à bouger, c'est pas tout à fait la même chose que par exemple Damian Lillard, donc qui est cité aussi dans le tweet. C'est pour ça que je veux revenir, parce que Damian Lillard, il a répété quand même sa volonté de vouloir rester à Portland et de l'emmener vers les sommets, etc. Alors après, il faudra voir dans l'application, c'est toujours un peu différent. Mais je pense qu'en termes d'image, il y a des supermax qui sont plus ou moins bien vus quand on sent qu'ils sont faits pour mettre la pression, pour juste être payés, et puis on verra le basket ensuite. Et il y en a qui ont l'ambition. Alors après, voilà, il faut pouvoir y arriver. Mais Damian Lillard, il dit non, moi je le signe et je vais essayer de l'assumer jusqu'au bout et d'emmener Portland tout en haut. Je pense qu'il y a quand même plusieurs appréciations. Et puis il y a aussi évidemment les blessures, parce que je vois le nom de John Wall en relisant le tweet, qui là, change aussi un peu la donne. Totalement. Après, faut pas oublier que le Supermax en soi, il est accessible pour très peu de joueurs, hein. Les joueurs qui peuvent accéder au Supermax, faut avoir 10 ans dans la ligue, faut être dans l'équipe qui t'a drafté, faut avoir des All-NBA avant. Enfin, c'est un truc qui Tom et Danny Leroux, je mets les deux dans la même phrase, aiment le rappeler. C'est un truc qui a été refusé par personne. À chaque fois qu'on l'a mis sur la table pour quelqu'un, il l'a pris. Et là, c'est pas aller contre les joueurs, en fait. Tout simplement, c'est une extension qui est trop gargantuesque pour qu'elle soit refusée. Le truc, c'est que c'est un effet pervers parce qu'elle a mal été réfléchie. Les mecs comme Kawhi ou les Kevin Durant vont toujours privilégier la flexibilité parce qu'ils savent que 2 ans après, ils auront un max. LeBron a signé 4 ans. Personne s'y attendait, ça d'ailleurs. Enfin, parenthèse fermée. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est justement, moi, la curiosité que j'aurais, c'est est-ce que Giannis le signera? Après, Giannis a pas 10 ans, donc il peut pas te signer mais quand il y arrivera, s'il est toujours à Milwaukee, est-ce qu'il le signera s'il est au niveau de ces joueurs-là? Et c'est la question que je me pose. Est-ce que vraiment il est capable, s'il est à ce niveau-là, il se peut qu'il nous montre définitivement que ce contrat est mal calibré. Si Giannis est un niveau de LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, s'il arrive à ce niveau-là et qu'à ce moment-là, il refuse de signer ce type de contrat, il faut l'enlever en fait. Il est inutile. Eh bien, l'avenir nous le dira, messieurs. On peut pas s'étaler éternellement sur le Supermax parce que je suis en train de voir la liste des questions qui restent. Donc, on va avancer, mais on va faire une transition quand même qui est toute faite avec ce contrat qui a été signé notamment par un certain Stephen Curry, et on va parler des Warriors avec quelques questions qui nous ont été posées autour de la franchise de Golden State. On va commencer par une question directement liée à la draft, qui a été posée par Pandado Brasil, qui nous demande: ne pensez-vous pas que Wiseman aux Warriors est une fausse bonne idée? J'ai peur qu'il ne puisse pas rester sur le parquet en play-off, manque de mobilité. Alors avant de laisser répondre mes compères, je me permets, Pandado Brasil et tous ceux qui se posent des questions sur la draft, de vous renvoyer vers le podcast spécial draft qui a été fait avec Ben ici présent, mais aussi avec Alan, et notre invité qui était Julien Moplat d'Inside Basket. Donc c'est un podcast très complet où effectivement, je vais reprendre Alan avant de vous laisser parler, messieurs. Non, moi j'ai rien à dire. Tu peux parler, je n'ai rien à dire. Voilà, j'ai pas d'analyse.
la réponse d'Alan, effectivement, c'est sa réserve sur Wiseman aux Warriors. Pour lui, Wiseman est beaucoup plus bas d'ailleurs dans son board. Pour lui, les Warriors ont besoin de quelqu'un qui contribue tout de suite, et Wiseman est un produit un peu encore brut. Donc, je te renvoie Panda do Brasil vers ce podcast. Et Alan, Madiane, pardon, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si j'enchaîne sur la question d'après. T'as un avis sur Wiseman? Alors moi sur la draft, je vais pas aller, c'est au-delà de mes compétences vraiment. Par contre, moi j'ai une remarque, c'est que si tu veux jouer le titre, tu ne draftes pas. Enfin, c'est un pari. Si t'as Sauf vraiment envie de exception. construire une équipe pour le titre, à moins que tu sois sûr, mais sûr de toi, tu draftes pas. Parce que Oui, le sauf problème, exception générationnelle type Tim Duncan. pas pour jouer les playoffs, parce que tu sais pas ce qu'il donnera. Très bien. Donc ça c'est Et ben marrant. voilà, on vous renvoie pour sur le podcast draft pour les autres prospects, éventuellement les autres choix possibles pour les Warriors. Et donc on va continuer avec d'autres questions autour de Golden State. La première, elle est de King Jam. Alors là, il y a beaucoup de chiffres. 44, 35, 79, 85. Qui nous dit que tout le monde considère donc les Warriors comme un contender, voire un favori la saison prochaine. Ça rejoint ce que tu disais, Madiane. Mais est-ce qu'ils sont légitimes pour prétendre à cela? Est-ce que leur glorieux passé ne biaise pas le jugement des gens? On est maintenant en 2020, c'est vrai, on n'est plus en 2015. Alors, cette fois, du coup, Ben, vu que tu n'as rien dit sur la question précédente, c'est pour toi. Est-ce qu'on surestime ces Warriors qui, effectivement, vont voir leurs meilleurs joueurs revenir de blessures qui posent question? Ouais, on n'a pas vu Klay Thompson depuis 18 mois en NBA, ce qui est une éternité quand même. On n'a pas beaucoup vu Stephen Curry, on a vu le fantôme de Draymond Green. Je voyais la stat, il y a 9 joueurs qui ont joué 1000 minutes ou plus l'année dernière avec les Warriors. Glenn Robinson, Alec Burks, D'Angelo Russell sont plus dans l'effectif. Ensuite, on y a Damian Lee, Kai Bowman, Marquise Chris, et on a les rookies Eric Pascal et Jordan Poole, et enfin Draymond Green. Même si vous partez du principe que les 5 derniers peuvent être des contributeurs, les 6 derniers même, c'est quand même très faible, même si on rajoute un Klay Thompson et un Stephen Curry, même de retour. Non, je pense que... Après, est-ce que j'ai l'impression que tout le monde veut nous faire croire qu'on voit un peu les Warriors trop beaux. Moi, je suis allé du côté des Power Rankings, j'en ai regardé 5 ou 6. Personne voit les Warriors top 5 NBA, en fait, à l'heure actuelle. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça peut être une équipe qui peut accrocher les playoffs dans une terrible conférence Ouest. Moi, il y a 3 choses qui me font peur avec eux. Ils n'ont pas de profondeur, ou trouver 48 minutes au poste de pivot, et en playoff, ils sont diminués à l'aile, et les meilleures équipes à l'Ouest sont blindées à l'aile. Et c'est mes 3 questions, en fait. Parce que, Marquis, on met en avant la possibilité de mettre du Kevon Looney, qui a joué 66% de ses matchs. J'ai cherché la stat sur les 4 dernières saisons. Steve Kerr parle de le mettre au poste 5, peut-être 20-25 minutes. Il n'a jamais fait ça dans sa carrière. Où trouver les minutes? Peut-être un pivot sur le marché pas cher. En fait, voilà, il y a beaucoup de questions. Est-ce que Draymond Green peut toujours jouer pivot? Quid d'Andrew Wiggins? Il y a beaucoup de choses avec ces Warriors. Mais ça reste sur le talent pur. Je pense que c'est quand même une équipe qui peut se qualifier pour les playoffs. Mais non, c'est pas un favori. Et c'est un contender, mais vraiment à la limite de contender. Pour te relancer là-dessus, Madiane, je vais un peu compléter avec d'autres questions. On a eu plusieurs questions autour des Warriors. Celle de 17 Chris Mullin, qui nous dit: est-ce que Draymond Green, donc tu l'as évoqué Ben, n'aurait pas régressé offensivement au point de devenir l'un des starters les moins dangereux de la ligue pour une défense? Est-ce qu'un Curry de 32 ans et un Klay Thompson qui revient des croisés pourront encore compenser cette faiblesse? Ben parlait donc de la profondeur, il y a aussi les questions autour des stars. Comment tu vois ces Warriors, toi, Madiane? C'est compliqué en fait. Je pense que là, on n'est pas loin de la boule de cristal en fait quand on veut s'exprimer sur les Warriors, parce qu'en fait, on les voit pas. On les a pas vus jouer en fait. Donc c'est du théorique, Curry au niveau d'il y a 2 ans. Si tu me dis Curry au niveau d'il y a 2 ans, Klay Thompson au niveau d'il y a 2 ans, Draymond Green au niveau d'il y a 2 ans, et puis on va compléter comme on peut avec Wiggins et du reste, je te dis oui, bon bah c'est un contender, pas forcément le favori numéro 1, mais un bon contender. Mais je ne connais pas le niveau de ces joueurs. Je ne sais pas comment ils vont revenir. Ils ont vieilli après. Hein. C'est ouais, difficile de croire qu'en 2020, ils peuvent revenir Exactement. Tu peux pas savoir. C'est pas sûr. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Et du coup, moi, je suspends mon jugement là-dessus. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne connais pas leur état physique. Je ne sais pas comment ils vont être. Et du coup, à partir de là, c'est une énigme. J'imagine qu'ils feront les playoffs, à minima. Je me dis que peut-être le plancher, c'est les playoffs.
même avec un scénario où ça se passerait pas trop bien, mais après le niveau plafond, je le connais pas. Je trouve qu'on leur donne beaucoup de crédit. Ils ont vieilli. C'est les Warriors. Oui, mais la dernière fois qu'on les a vus sans l'un des 3 meilleurs joueurs du monde, Kevin Durant, enfin bref, on leur donne beaucoup de laisser-passer. En fait, l'Ouest, c'est Guantanamo l'année prochaine. Hein. Enfin, c'est oui. La conférence Ouest qu'on va avoir. Draymond Green, alors, on pourra me dire que Draymond Green, ça faisait 4 ans qu'il choisissait ses saisons régulières, il n'y avait rien à jouer. On l'a pas vu étincelant. Là, potentiellement, vu les problèmes au poste de 5, on pourrait lui demander de jouer pivot. Je suis pas super rassuré. Alors certes, ils ont potentiellement 2 top 20, 3 top 35, 40. Mais l'Ouest, c'est compliqué. Je sais pas. Moi, je trouve qu'on leur donne beaucoup trop. On se base beaucoup trop sur ce qu'ils ont fait il y a 2 ans dans une NBA totalement différente. Après, moi, ce que je peux leur accorder à leur crédit, en fait, c'est pour ça que j'ose imaginer quand même qu'ils arriveront au play-off. C'est que, mine de rien, ils ont un front office compétent. Ils ont pas tanké n'importe comment. Ils se sont dit qu'ils allaient développer des gens pour peut-être s'entourer. Alors, leur banc est faible, mais j'ose espérer qu'ils ne drafteront pas trop mal. Ils n'ont pas non plus été mauvais à cet exercice ces dernières années. J'ose espérer que la après développer des mecs sur une saison régulière où tu joues rien et pour un titre, c'est pas mais pas le du titre tout le même niveau. Le titre t'oublie, c'est pour ça que moi je dis si tu draftes Wiseman ou si tu draftes X joueurs très haut, c'est que tu joues pas le titre. Mais moi je pense que ce serait pas prudent de jouer le titre pour eux. Hein. Trop d'inconnus. Je pense qu'il faut drafter. Hein. On aura un peu plus de visibilité quand même dans les prochaines semaines. Ça reste aussi une franchise qui a une certaine attractivité. Il faut voir ce qui va se passer justement avec cette free agency. C'est peu probable quand même qu'ils repartent avec, comme tu disais Ben, ce banc qui est quand même très limité, même si les rookies par exemple peuvent continuer de progresser, mais dans l'ensemble c'est quand même pas un banc qui fait très très peur, notamment à l'Ouest. Mais t'évoquais un point intéressant, Ben, c'est l'idée de est-ce qu'ils ont des joueurs top 20, enfin 3 joueurs top 20, 30, 35, 40. C'est une des questions qu'on a dû se poser, notamment sur le DH20, et qu'on a décidé de ne pas se poser. D'ailleurs, c'est toi, Ben, qui avait mis cette règle en disant, bon, les blessés, que ce soit Curry Thompson dans ce cas-là, mais KD aussi d'un autre côté, on les considère à fond, parce que sinon, ça fait beaucoup de questions à se poser. Et justement, on a eu quelques retours sur le DH20, donc déjà merci à tous ceux qui l'ont écouté. On a aussi tiré des leçons de notre côté, donc ce sera encore mieux la prochaine fois. Mais il y a The Pen Don't Lie qui nous dit c'était très dur de faire un top 20 et c'est réussi, donc merci une nouvelle fois. Et quelques remarques donc qu'il nous fait. Pour lui, il y a le débat Harden-Doncic. Il dit je mettrai Harden devant la saison prochaine à voir. Et il nous pose aussi une question assez intéressante autour de Chris Paul et Jimmy Butler. Ne sont-ils pas dans la même catégorie de joueurs avec un truc, entre guillemets, je le cite, magique? Et après, il y a tout un cas sur le cas Curry, mais je vais d'abord vous laisser sur le cas Chris Paul, Jimmy Butler. Qu'est-ce qu'ils ont, ces joueurs de différents du reste du top 20? Non, ils sont juste extrêmement acharnés. Après, pour pas faire long, j'aurais juste mis un truc et pas magique parce que on se rappelle pas vraiment du fait que ces joueurs-là, dans un passé pas forcément lointain, ils ont été extrêmement critiqués sur leur capacité à être de bons coéquipiers. Donc, ils ont un truc en fait. C'est juste, je pense qu'ils ont une mentalité extrêmement portée sur la gagne et plus que les autres, alors que c'est déjà des sportifs de haut niveau. Mais je me méfierais sur l'idée d'appeler ça magique parce que on est à la NBA, ça va très vite. Hein. De là à ce que, pour reprendre les mots qui ont été utilisés par un de nos auditeurs, de là à ce que Chris Paul soit revu à nouveau comme un paria, il n'y a pas beaucoup de chemin. Donc, je me méfie du mot magique. Et toi, Madiane, je sais que tu as bien aimé la campagne de Jimmy Butler, notamment. Est-ce que c'était magique? On se posait la question de où est-ce qu'il est top 5 dans la ligue en termes de skill set, et finalement, pour un mec qui a pas de shoot, comment un mec sans shoot domine autant? Vraiment, on peut se poser la question, mais moi je pense qu'il faut le voir avec ce qu'il impulse autour de lui. Et en fait, c'est vrai, c'est peut-être une affaire de mentalité. OKC, c'est peut-être un des exemples majeurs cette saison. C'est-à-dire que dans le clutch, t'avais pas envie d'être contre OKC cette saison. Et c'est peut-être là, c'est dans la guide, c'est dans avoir un peu plus envie que l'équipe adverse. Et ça s'est vu sur la saison régulière du coup, où
quand il y avait une fin de match serrée, c'était OKC qui en voulait systématiquement le plus et qui faisait le petit effort supplémentaire que parfois certaines équipes ne font pas forcément lors de la saison régulière pour essayer d'accrocher le match, parce qu'on se dit bon, ça va, il y a 82 matchs, si on perd celui-là, c'est pas la fin du monde, et c'est peut-être là où ces joueurs pèsent le plus. Ça soulève une question qui va permettre de nous ramener au cas Curry, c'est où placer les louanges et les critiques entre l'individuel et le collectif. Et justement, la suite de la question de Pendant Lie, c'est le cas Curry. Donc, le fait d'avoir été, donc selon lui, dans un collectif hyper fort, même s'il en est d'un des piliers, joue en sa défaveur. On ne l'a pas vu seul. Le 3-1 pèse en sa défaveur. Donc justement, sa défaveur, la défaveur des Warriors. La question est là, il est dans l'histoire aussi pour ça, c'est un échec, il n'a pas ce côté freak contrairement aux autres, son côté injury prone aussi, c'est quand même un sujet un peu à part. Je pense que c'est ça les raisons. Après pour lui, il est top 10, peut-être 7 après réflexion. Voilà, donc le cas Curry, à quel point on doit mettre des louanges sur le joueur en lui-même qui a quand même fait évoluer le jeu, à quel point les Warriors pèsent là-dessus, et même question sur les échecs de cette équipe et donc de Curry en tant que membre des Warriors. Très court, je trouve, Flo du podcast Inside Hoop, je te trouve extrêmement dur parce que tout ce qui est reproché à Curry, c'est collectif. C'est que des reproches collectifs. Le 3-1 date de 4 ans, quand même. on se base sur notre classement, on l'a fait en octobre-novembre 2020. Le 3-1 date de 4 ans et les victoires et les défaites sont des stats collectives. Le côté de pas être un monstre athlétique, je l'entends. Après, injury prone, tu vois, un joueur qui peut se blesser souvent, on l'avait dit, on a fait le classement avec des joueurs à 100%. Donc je trouve globalement que c'est des reproches qui sont un des piliers d'un collectif. Je trouve ça un peu dur de lui faire payer le fait, d'être peut-être le ciment de la plus grosse équipe du siècle. Donc globalement, en fait, pour moi, c'est des reproches qui sont basés sur le collectif. Et vu qu'on essaie de juger l'individuel en dehors d'un contexte, c'est peut-être un peu dur, selon moi. Et pour toi, Madiane, alors, comment on juge Curry ? Est-ce qu'on est trop dur avec Curry ? Trop dur. Franchement, des fois, en fait, j'ai l'impression qu'on manque de respect à ce qu'il est. Curry est un enfer à défendre, un enfer sur terre. Mais tu demandes aux extérieurs, mais personne n'a envie de défendre Curry pendant tout un match. Della Vedova, il a fini à l'hôpital. Alors ça, c'est Della Vedova, mais il a fini à l'hôpital. Hein. Non, blague à part, c'est un enfer parce qu'il est tout le temps en mouvement, tout le temps en train de prendre des écrans. Avec et sans ballon, c'est ça qui est intéressant. Exactement. Et c'est peut-être même sans ballon qu'il est le plus chiant parce que ses trajectoires sur le terrain, il lit très bien le jeu et du coup il sait où se placer et c'est lui qui est à la base du jeu d'attaque des Warriors. Ça ne peut pas marcher si t'as pas un mec aussi chiant que lui que tu es obligé de suivre partout et si tu lui laisses un petit espace et qu'il reçoit le ballon, tu sais qu'il y a une potentielle ficelle qui tombe à 3 points. Donc c'est difficile. Il manque de qualité athlétique, défensivement. C'est pas un monstre de guerre, etc. Il est à la base des Warriors. J'ai pas grand chose à lui mettre au discrédit. Le 3 en finale, ok, il y avait LeBron James en face, il avait perdu Draymond Green dans un match pivot Game 5. C'est une stat collective, 3-1. Ouais, c'est collectif. C'est comme dire, LeBron a perdu du temps de finale, etc. C'est des stats collectives, en fait. C'est un échec collectif et il y avait LeBron James. Très bien. Voilà pour Curry, on a quand même bien disserté dessus. J'ai envie de vous poser la question suivante sur un autre joueur, un autre meneur au centre de son équipe et qui amène aussi quelques autres questions. C'est KB92-300 qui nous demande est-ce que Damian Lillard ne se pénalise-t-il pas en restant aux Blazers, puisque c'est un des rares noms du DH20, c'est vrai, dont on n'a pas disserté très longtemps dessus. On sait qu'il est élite selon lui, mais quel avenir pour les Blazers ? Par exemple, il les compare à Denver, aux Mavs, aux Pelicans, qui ont une forte marge de progression. Donc voilà, revenir un peu sur la place de Damian Lillard dans les DH20. Ben, qu'est-ce qu'on incombe est-ce qu'on salue justement ce que j'évoquais tout à l'heure de Damian Lillard qui veut rester aux Blazers à essayer de les faire monter, ou est-ce qu'il se pénalise finalement lui aussi avec les résultats collectifs qui sont pour le moment mitigés? Damian Lillard, c'est un peu la touche romantisme de la NBA, voilà, fidélité à une franchise dans une période où tout bouge. Non, ça dépend en fait de ce qu'on veut mettre en avant. Est-ce qu'on veut mettre en avant la fidélité à une franchise? Si c'est ça, oui, on peut mettre largement en avant ce que fait Damian Lillard. Après, globalement, Lillard, moi j'aimais bien rappeler
son parcours. Damien Lillard, il a quand même la fâcheuse tendance de perdre contre l'équipe qui va gagner le titre après. Enfin, cette année encore, il perd contre les Lakers. Enfin, il perd souvent contre les Warriors et les Lakers. Donc, il y a un moment où tu peux pas lui en vouloir. Encore une fois, les résultats, les résultats sont collectifs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que globalement, les Blazers portés par Damien Lillard, ils ont juste le malheur d'être dans la conférence Ouest, en fait. Cette équipe-là, elle est à l'Est. Damien Lillard, je pense que depuis le temps, il a une finale NBA sur un malentendu. Il est dans une finale NBA. Je pense qu'il aurait pu en faire une. Par rapport à Damien Lillard, je pense globalement, c'est le joueur qui paye le plus 2016 parce que globalement, Portland est la franchise qui a le moins bien géré la Free Agency 2016 et en paye encore les conséquences en 2020. Donc pour Damien Lillard, c'est trouver un joueur à côté de lui peut-être plus fort que CJ McCollum, mais on salue le joueur. Il est top 10 NBA. C'est juste que oui, c'est un peu difficile de parler de Damien Lillard parce que je pense qu'il est rarement dans une série de playoffs qu'il doit gagner. C'est ça un peu. Ce qui est souvent le juge de paix pour les gros joueurs, il entame rarement les séries de playoffs avec le statut de soit de meilleur joueur, ce qui arrive quand même souvent vu les équipes qui jouent, et même avec le statut de devoir gagner. Après, il est quand même, je le rappelle, il est top 10, il est même 10e, oui, c'est ça, 10e de notre DH20. Ça reste assez honnête, il est dans la même tranche qu'un Jimmy Butler juste au-dessus de lui, et en dessous c'est le fameux duo de pivot Jokic Embiid sur lequel on reviendra. En 2 mots rapidement, Madiane, est-ce que tu as des choses à dire sur Lillard? Pas grand chose à dire, en fait, j'ai rien à lui reprocher en fait. Et c'est ça le truc, c'est très bien ce qu'il fait. Mais la franchise, c'est son front office qui a déconné en 2016 et Ben l'a bien rappelé, donc à partir de là, est-ce que vraiment tu peux lui reprocher d'aller seulement, entre grosses guillemets, dans ces étapes-là, entouré de CJ McCollum et de Yusuf Nurkic? Non, en fait. Il va au maximum où il peut et c'est déjà très honorable. Le playoff push qu'ils font dans la bulle, c'est admirable, hein. C'est vraiment admirable. Chapeau. Mais, voilà. Si le voir bouger, ça me rendrait... Ouais, mais ça me rendrait presque triste de le voir bouger. J'ai pas envie de le voir bouger, du coup. Mais c'est sûr, il peut pas gagner dans sa position. Mais après, s'il signe aux Lakers, je pense que tout le monde brûle son maillot. Donc, à voir quand même ce que vont faire les Blazers. Peut-être que 2016 leur a servi de leçon. Mais on va continuer toujours sur le DH20. Il y a une question un peu polémique de Johan YY4 qui revient et qui nous demande qui a le plus déconné a posteriori sur son DH20. Je crois qu'elle est pour toi, Madiane. Madiane, parole à la défense. J'assume. En vrai, nos classements se ressemblaient beaucoup. Hein. Franchement, moi j'assume et je le dis, c'est chaque choix est justifié par un argument qui pour moi a été plus important. Après, chacun ne met pas le curseur. Jamal Murray, moi j'ai considéré, je ne savais pas le classer, clairement. J'étais en mode, quel est son niveau? Celui qui fait plus de 50% au tir et 45% de loin pendant une campagne de playoff. Si c'est le cas, alors tu le plaçais. C'est effectivement l'argument que t'as développé dans le DH20. Moi, je sais qu'il y a le cas LeBron James, où plus je me disais, il pourrait être dans un tiers tout seul, mais je l'ai quand même mis premier, donc je le regrette pas spécialement. Il y a la question Luka Doncic, personnellement, si je fais un petit mea culpa, encore, où je l'ai mis peut-être un peu haut, mais je suis dans le train, et c'est bien aussi de se hyper, c'est aussi un des côtés positifs de la NBA. Donc voilà, comme tu disais, Ben, nos classements se ressemblent un peu. Est-ce que toi, il y a quelques questions que tu t'es reposées? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit pas, mais quand on fait le DH20, ça nous prend la tête pendant une semaine. Le classement, il évolue toutes les 2 heures. Et puis finalement, il y a un moment, faut qu'on tranche et on envoie un classement. Donc on vous cache pas que des fois, il y a des choses où on est plus ou moins sûr. T'as envie de changer, etc. C'est pour ça que moi, j'abuse de mes pouvoirs et je le change quand même après la date butoir. J'avoue. Non, en vrai, non. Je pense que je suis assez pas content de mon classement, mais j'ai rien à changer. Pour être honnête. Très bien. Je dis pas qu'il y a certains points où je pense que je vais évoluer, mais à l'instant T, je reste sur mon classement. Très bien, il y a un débat qu'on va pouvoir se poser, qui passe sur nos classements respectifs, mais sur un débat qu'on a un peu évoqué et qui nous est ramené par L_W237 qui nous demande comment expliquer un débat Jokic-Embiid puisse tenir debout, sachant que il pense que 80% des franchises signent Jokic plutôt qu'Embiid pour construire justement leur équipe. Alors, déjà, les statistiques, on comprend ton avis, mais je suis pas forcément sûr que ce soit aussi large que ça. Et ensuite, on était dans une range, donc chez nous, ils sont 11 et 12, hein, Jokic qui est juste devant Embiid. Madiane, je vais te relancer là-dessus. Est-ce que pour toi, vraiment, il a pas lieu d'être ce débat?
Ah si, il y a débat. Et je pense que ça dépend de ce que tu veux faire au niveau de ta franchise. Mais moi, je me pose la question de jusqu'où tu peux aller avec Jokic number one player et jusqu'où tu peux aller avec Embiid number one. Et bah désolé, mais moi il y a débat et là-dessus il serait peut-être pas en faveur de Jokic. Les Nuggets sont allés loin parce que Jokic n'était plus le meilleur joueur des Nuggets sur le terrain. Je le pense. Plus ou moins. C'est ce qu'on avait dit en fait. C'est lors du pod, on avait dit attention. On a fait un podcast cette année sur les Nuggets effectivement dont on parlait de ça. Là où je pense que un Embiid dominant sur un terrain, ça peut faire plus. Mais d'un autre côté, la régularité parle pour Jokic, le playmaking parle pour Jokic, la variété du jeu de Jokic parle pour lui. Mais défensivement, je préfère par exemple Joel Embiid. Donc il y a débat pour moi. Il y a débat clairement, et pour moi, plus que revenir sur le débat, parce j'avais défendu la cause Embiid devant Jokic, donc je renvoie à l'épisode consacré. Moi, c'est plutôt en fait la question en elle-même qui pour moi est extrêmement symptomatique, construire sa franchise. Souvent, dans les débats NBA maintenant, quand on veut classer les joueurs, on se dit avec quel joueur on préférerait construire sa franchise. C'est totalement différent de dire qui est le meilleur et avec qui on veut construire sa franchise. C'est pas le même débat parce que quand tu te poses la deuxième question, construire ta franchise, le fit devient probablement l'élément le plus important. Pour moi, l'exemple le plus criant, c'est Ben Simmons, on le sait, c'est un joueur que je porte dans mon cœur. Si tu mets en l'idée de la construction d'équipe, c'est pas un joueur que je mets top 20 ni même top 30. C'est extrêmement compliqué de construire autour de lui. Par contre, sur ses qualités de joueur pur, c'est un joueur que j'ai mis 20e personnellement, peut-être un peu haut, mais en fait pour moi c'est deux questions différentes. Déjà, dans les deux cas, le Jokic Embiid se pose, mais c'est la question en elle-même. C'est pas parce que c'est plus facile de construire autour de toi que t'es un meilleur joueur. Ouais, je suis d'accord. Moi dans ce podcast, j'y renvoie aussi, j'avais défendu le cas Klay Thompson, que j'avais mis assez haut, plus haut que la plupart des membres de l'équipe, justement pour ces questions-là. C'est vrai qu'il y a la question 1, c'est la question que t'évoquais aussi Madiane. C'est bon, si c'est lui mon meilleur joueur, c'est soit... Partons là-dessus, Jokic, Embiid. Qu'est-ce que je mets à côté et est-ce que c'est plus simple et quel type de profil je dois pouvoir mettre et qui est plus ou moins adaptable. Et donc effectivement c'est un débat. Enfin le classement des meilleurs joueurs, on a chacun évoqué la façon dont on avait construit nos classements, c'était pas tout à fait les mêmes. Donc on vous renvoie évidemment une nouvelle fois vers le podcast. Et effectivement le fait de construire autour d'un joueur n'est pas le seul critère qu'on a utilisé. Ça peut être le tien, LW237, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ah, c'est sûr que si tu prends celui-là, ça redéfinit totalement le classement. Voilà, exactement. Ça peut être une façon d'en construire un, mais voilà. Je pense que les critères sont aussi propres à chacun, notamment quand on classe des joueurs individuellement dans un sport collectif. Voilà, on a chacun nos appréciations. Mais cette histoire d'Embiid nous amène à une transition avec une question du côté des Sixers, parce que quand même on les a évoqués un petit peu en début de podcast. Il va peut-être y avoir des choses qui vont se passer du côté de Philadelphie. C'est une question qui nous est posée par Johan Tessier qui nous demande, d'après vous, quelle première décision en termes de direction sportive doit prendre ce cher Daryl Morey pour les Sixers. Et il y a aussi Junta Calcio qui nous demande, les Sixers peuvent-ils choper Harden sans trader Simmons ni Embiid? Alors, le fantasme, on l'a bien compris, l'arrivée de Daryl Morey, donc qui était précédemment à Houston du côté des Sixers. La question que je vais poser dans un premier temps à toi, Ben, c'est est-ce qu'il doit réagir très vite, Daryl Morey? Est-ce qu'il doit pas se donner un peu de temps? Non, il doit attendre. C'est le pire moment pour faire des trades en NBA. Il y a une pandémie, quand même. Toujours, hein, il y a une pandémie qui est là. Il y a une intersaison extrêmement courte. Il y a une draft faible qui n'amène pas les trades. On parlait des Warriors. Les Warriors, dans une grosse draft, auraient déjà pu trader leur choix. C'est pas le cas. Il y a une free agency où les deux meilleurs joueurs, en théorie, que sont Anthony Davis et peut-être Brandon Ingram, il y a débat, vont rester dans la même crèmerie. Derrière, il y a personne. Donc, en fait, et tout le monde ziote 2021 aussi. Hein. Tout le monde ziote 2021. Le moment n'est pas le bon pour bouger. Selon moi, globalement, pour tous les contenders et les favoris, il faut juste faire des petites touches. Donc, du côté des Sixers, trouver un meneur remplaçant, ajouter du shoot. Se séparer de Al Horford, tu le feras pas cette intersaison à part te défausser d'autres joueurs. Par contre, dans un an, il aura plus une année entièrement garantie et une autre garantie qu'à hauteur de 14 millions. Donc une année à 26, une année à 14, ça déjà c'est beaucoup plus échangeable dans le contexte de 2021 avec des équipes qui auront un peu plus de cap, etc. Bref, les Sixers doivent pas vraiment bouger. Et Harden a un top 8 NBA
sans donner 2 joueurs moins bons que lui? Non. Non, c'est pas possible. Je vais un peu modifier la question pour avoir ta réponse, Madiane, parce que il y a aussi cette possibilité Harden, donc qui est au centre de cette discussion. Il y a du rififi, si j'emploie une expression des années rififi, des années 80. Tout est possible chez Doc Hebdo. En tout cas, il se passe des choses du côté d'Houston. Il y a peut-être une fenêtre là, une petite fenêtre pour récupérer Harden. Tu as son ancien GM avec qui il s'entendait bien. Est-ce que si tu as cette fenêtre là, tu essayes, Madiane? Est-ce que c'est vraiment possible? J'ai des doutes, j'ai des sacrés doutes quand même. Déjà, sans balancer l'un des deux, c'est mort. Et même balancer Embiid, je sais pas, j'y crois pas. Après, t'appelles, hein, parce qu'un top 8 NBA en général est pas disponible pour un trade. T'appelles. Ouais. Voilà, c'est ça la question. Enfin, moi, je suis de l'avis de Ben, c'est que moi, je pense que ça fait quand même. Enfin, il y a eu une planterée de GM incompétents qui se sont amusés à balancer tous leurs assets gagnés par Dieu Saminki au fil d'un tanking magistral. Et là, en fait, tu peux pas faire all-in, puis all-in, puis all-in, puis all-in. Faut arrêter. Il y a un moment, faut qu'il se pose. Ça fait 3 saisons de suite que l'effectif change du tout au tout. Là, moi, à la place de Daryl Morey, je calmerais le jeu. J'essaierai de choper un meneur, et des shooters, surtout des shooters. Il leur en faut absolument, et peut-être trouver un mec qui suit à la trace Joel Embiid pour qu'il arrête de manger des burgers et qu'il aille plus souvent à la salle. Au vu de son hygiène de vie qui visiblement n'est pas excellente. Je pense que pour les shooters, tu peux compter sur Daryl Morey quand même. Ah, par rapport à ça, Adrien, avant, je sais, le timing doit te... Là, tu es le présentateur, donc tu jettes le timing. Juste par rapport à ça, moi, le meilleur article que j'ai lu, je pense, ces derniers jours sur NBA, du New York Times, qui disait les fans des Sixers doivent apprendre la patience. C'est vrai qu'on a dit, le process, etc. Depuis qu'ils ont fini le process, c'est la franchise la plus pressée de la NBA. C'est-à-dire que chaque année, ils doivent gagner le titre. Je pense qu'il y a cette pression indirect qui s'est créé, qui prennent le temps. De toute façon, ils ne pourront pas révolutionner leur effectif cette intersaison. Alors, on ajoute des petites touches, on essaye de trouver des joueurs, notamment des jeunes, sur des contrats un peu pas vraiment chers, et on regarde ce qu'on peut faire en 2021. Ouais, mais je pense qu'ils vont tirer cette leçon. D'une part, avec le cas Horford que tu as évoqué pour les Sixers, et aussi Daryl Morey qui est parti de Houston, où il y avait aussi cette politique de l'urgence ces quelques dernières années, à vouloir essayer de garder. Je pense que les deux parties sauront quand même peut-être raison garder sur cette intersaison. En tout cas, on va vite le savoir. Et effectivement, on a encore quelques questions assez importantes. Et justement, Ben, tu vas pouvoir avoir la parole pour une question très précise, puisqu'on n'a pas notre expert CBA, mais tu es là pour nous. C'est Joe Larnac qui nous demande pourquoi la NBA fixe-t-elle des dates pour les camps d'entraînement? Pourquoi est-ce que chaque franchise ne peut pas reprendre les entraînements comme bon leur semble, comme au foot par exemple? Donc je sais que tu t'es renseigné, Ben. C'est à toi. C'est ça. Je pense qu'il est question du foot US. Je me suis renseigné, j'ai lu le CBA des deux ligues, hein, NFL, NBA. Donc ça, c'est pour ça. On ne se classe pas numéro 1 d'Apple Podcast comme ça. Hein. Il faut travailler. Alors, selon le CBA article 20 section 1, ce n'est même pas une blague. C'est vraiment le bon article. Je cite, j'ai traduit. Il ne peut pas être exiger des joueurs vétérans, c'est-à-dire avec plus d'une année d'expérience, qu'ils participent au training camp avant 11h du matin, heure locale, du 22e jour précédant le premier match de saison régulière d'une saison. En gros, le point de départ en NBA, c'est le premier match de saison régulière pour toutes les équipes 22 jours avant. Et on peut exiger que les rookies viennent plus tôt, mais en général, on ne le fait pas. D'ailleurs, c'est interdit pour les joueurs ce jour-là de s'entraîner. C'est pour ça que le Media Day, en fait, on répond, on prend des photos, etc. Et si en foot US, c'était différent, c'est parce que le CBA précédent parlait d'un point de départ au premier match de pré-saison. Or, comme en NBA, les matchs de pré-saison sont différents pour chaque équipe. Ce qui fait que les équipes pouvaient arriver quand elles voulaient, en gros. Ce qui fait qu'en gros, en NFL, c'était sur une semaine. Mais notre auditeur a dû le remarquer, cette année, ça s'est transformé, parce que la NFL a signé un nouveau CBA, et maintenant, c'est 47 et 48 jours avant la première semaine de saison régulière. Ce qui fait donc que cette année, les équipes en NFL sont entrées sur 2 jours. Voilà pourquoi c'est le CBA qui l'impose, et voilà. J'ai fait ma recherche CBA, j'ai pas d'applaudissements, mais merci beaucoup. Voilà, j'ai lu quand même, c'est mérité. Si, bien sûr. Non, mais on écoutait avec attentivement parce qu'on apprenait aussi, notamment c'est pour pour ce qui se ça. passe Et au c'est foot. pour ça que c'est fixé en NBA par le CBA, tout simplement.
Très bien. Et On marquera le 11h heure locale. Hein. Ça, c'est génial. Oui. Les mecs peuvent pas se réveiller tôt. 11h heure locale. La Mamba Mentality attendra un peu. Bon, après, voilà, c'est l'exigence. Après, on sait qu'il y a aussi parfois des joueurs qui se retrouvent, effectivement, qui s'entraînent de leur côté. C'est l'exigence NBA. Voilà, ça, c'est la règle pour les équipes qui ne peuvent pas exiger. Après, libre à chacun de s'entraîner comme il le semble quand même pour les joueurs NBA. Et donc une autre question ensuite derrière, puisqu'il n'y a pas grand chose à ajouter pour celle-ci, et qu'une autre question qui va être pour toi Ben finalement, puisque c'est une question qui nous est posée par 18 Problems avec 2 Z à la fin, rien à voir avec le basket mais curiosité depuis quelques années. Combien faites-vous d'audits en fourchette? Il dit en moyenne par podcast, et il nous dit keep going, donc déjà merci. Et donc je sais pas, est-ce que Ben tu veux donner au peuple est-ce qu'on peut, en vrai, j'ai envoyé un message sur la conversation WhatsApp du site, ce que j'ai dit, les gars, est-ce qu'on doit dire ça? Parce que maintenant qu'on a de la publicité, qu'on a des demandes de partenariat, en fait, bizarrement, c'est un outil, c'est notre nombre d'écoutes en vrai a une valeur. Déjà, abonnez-vous sur YouTube, ça je peux le dire pour faire exploser notre nombre d'écoutes. On va dire, si je dois pas donner... Déjà, réfléchir en termes d'épisodes, c'est pas vraiment bon parce que parfois, des épisodes ont une grosse durée de vie et peuvent être écoutés 5-6 mois après. Ça se trouve, là, on nous écoute en 2021, en mars 2021, par exemple. Pour nous retomber dessus sur les bêtises qu'on va dire. C'est ça, exactement. Donc, on va dire que si on prend notre nombre d'écoutes par mois, pour pas donner un chiffre, on peut remplir un... Je vous dirai pas quelle grandeur, mais on peut remplir un stade qui pourrait être qualifié pour facile la Coupe de Ligue 1, probablement. Si on prend nos écoutes sur un mois, je pense. Voilà, vous avez la réponse officielle du boss. Et puis, qui n'en est pas une, hein, parce qu'en fait, ça donne une fourchette totalement... Et il compte en stade comme dans l'Antiquité, mais c'était une unité de longueur à l'époque, Ben. Mais voilà, comme ça c'est très bien. On arrive à peu près à 1 heure d'enregistrement, donc on aura répondu à la plupart des questions. Il y en avait encore. On peut faire, allez, en rapide quand même les 2 dernières qui ont été sélectionnées quand même, juste pour avoir votre avis. Question de underscore Musink. Une facile, selon lui. Giannis prolonge ou part? Madiane. J'ai pas de boule de cristal. Je sais pas. Oui. Oui ou prolonge ou il prolonge ou part? Oui, il prolonge. Il aura un super max. Les mecs refusent jamais. Enfin, il aura le max qu'on peut lui offrir. Il refuse jamais. Donc il va dire oui. Prolonge aussi pour moi. Et une autre, on va essayer d'aller vite. C'est une question de Fred underscore. Il y en a de 42 qui nous dit beaucoup d'équipes semblent en fin de cycle. Il cite Sixers, Bucks, Rockets. Qui joue le plus gros cette intersaison? Selon vous, donc, qui joue le plus gros? Rockets, largement. Rockets. le bateau coule, donc forcément. Rockets, par contre, fin de cycle pour les Bucks, je sais pas. Je comprends pas. Ils ont peut-être besoin d'un renouvellement, je pense. Ils ont besoin d'un renouvellement, mais c'est pas une fin de cycle. Tant que Giannis est là, c'est pas une fin de cycle. Le cycle Giannis est encore là. Et puis je cite quand même la fin du tweet de notre ami Fred qui lui dit félicitations pour votre podcast, ne changez rien. Donc merci beaucoup Fred. Merci. Et merci à tous ceux qui ont participé. On a donc fait le tour à peu près des questions. C'est sportif, la FAQ quand même. Ah oui, il y a un côté marathon. Il faut saluer le boulot d'Adrien j'ai déjà présenté des FAQ, c'est extrêmement difficile. Donc il faut saluer le boulot d'Adrien. Merci beaucoup. Évidemment, on aurait pu faire un podcast de 2h30, mais on s'en est pas si mal sorti. Donc bravo à vous aussi, messieurs. On vous remercie aussi vous, donc les chers auditeurs qui nous écoutent, pour votre fidélité, pour ceux qui ont posé des questions bien sûr. J'espère que les réponses vous auront au maximum satisfait. Et on se retrouve évidemment très vite. Dunk Hebdo en podcast sur toutes les plateformes, sur Twitter @DunkHebdo tout simplement. Et on a donc une saison qui va démarrer très très vite avec l'hiver, ça va nous changer un petit peu. Et donc on va bien voir ça. Merci Badiane, merci Ben, ce fut une nouvelle fois un plaisir. Merci à toi Adrien. Et salut à tous. Salut.